510e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, une certaine pagaille en France, a commencé par la SNCF, référendum interne auprès des personnels de la SNCF, avec 94,97% de oui à la poursuite du mouvement, et puis en même temps, beaucoup de grévistes. Le nombre de grévistes est de moins en moins important concrètement, puisque ce sont surtout les conducteurs qui font grève plus que les personnels. Colère et lassitude du côté des Français. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Écoutez, je crois que la situation est très préoccupante parce que je voudrais rappeler quand même que la SNCF fait partie de la fonction publique, que la fonction publique, que les fonctionnaires ont des devoirs plus importants que les autres travailleurs, et en particulier dans l'assurance du service. Et l'organisation de cette grève sur plusieurs mois, dans son fond et dans sa forme, est éminemment contestable. Que les personnels de la SNCF rencontrent des difficultés, bien sûr, je le comprends, ils doivent pouvoir les exprimer, ils ont des syndicats pour le faire, et peut-être même éventuellement recourir, quand il n'y a plus d'autres armes que la grève, à la grève. Mais l'organisation de cette espèce de spectacle de grève qui dure pendant des semaines et des semaines, tout ça se fait au détriment de l'intérêt des citoyens, des usagers, des consommateurs, et ça me paraît une violation des règles fondamentales de la fonction publique. Justement, un des arguments, c'est de vouloir rester dans le service public et d'écarter toute menace de privatisation à terme. Oui, mais alors ils ne se rendent pas compte. Il s'agit pour la SNCF, comme pour Air France d'ailleurs, que ce sont des sociétés qui n'agissent pas dans le cadre national strict. Elles sont l'objet de concurrence. Et par conséquent, on risque de retrouver dans des déficits considérables les actions qui ont été menées sur le plan syndical. Et il ne faut pas tuer la bête sous prétexte qu'elle marche de côté. Alors il y avait un autre mouvement social cette semaine qui concernait les fonctionnaires. Ça s'est soldé par un bide relatif puisque les manifestants étaient relativement peu nombreux. Emmanuel Macron s'en est réjoui et se réjouit qu'il n'y ait pas de convergence des luttes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un grand mouvement social en France dans le contexte actuel? D'abord, je n'aime pas beaucoup le fait que le président de la République emploie le vocabulaire des syndicats quand il leur répond. Je pense que le langage du président de la République n'est pas le même que celui d'un secrétaire de section ou d'un secrétaire de syndicat. Bon, bref, la convergence des luttes, tout ça, c'est... Bref. Déjà, vous savez, la sémantique joue un très grand rôle. À partir du moment où vous employez le vocabulaire de vos adversaires, vous leur concédez déjà relativement une certaine influence. Voilà. En l'occurrence, les fonctionnaires se sont montrés plus sérieux que leurs syndicats, puisque la manifestation n'était pas, le moins qu'on puisse dire, un grand succès populaire. Au demeurant, tous ces syndicats étaient mêlés, avec des intérêts certainement différents, et c'est une des raisons sans doute qui a provoqué le fait de la retenue d'un certain nombre de manifestants potentiels. Voilà. Alors je trouve que là, je crois que le président de la République a relativement remporté, sinon une victoire, au moins évité une défaite. Alors justement, à propos du président de la République, il est longuement intervenu en rejetant les points essentiels du plan Borloo concernant les banlieues, la politique de la ville. Je crois que vous avez regardé cette intervention du chef de l'État. Vous en avez pensé quoi? J'en ai pensé d'abord qu'elle était trop longue. Le discours d'un président de la République doit s'en tenir, me semble-t-il, au rappel des grands principes et des grands axes d'action. En l'occurrence, ce discours qui a duré 1h40 faisait un peu café du commerce. Visiblement, le président aime s'entendre parler, et il parle bien, il faut le dire, mais ce qui reste de cela dans l'esprit des citoyens me paraît extrêmement mince. Et bon, il a enterré le plan Borloo, qui était comment dirais-je, un ramassis de toutes les mesures qui avaient déjà été tentées par les différentes politiques de la ville, toutes évidemment sans succès. Le vrai problème des banlieues, c'est évidemment le contrôle strict de l'immigration.
et même pour son arrêt provisoire, en tous les cas au moins, dans toute une série de domaines qui constituent autant de portes ouvertes de la France et qui permettent l'arrivée massive, de plus en plus massive, de gens chassés de leur pays par la crise démographique d'abord, et aussi par la misère, la pauvreté, le pullulement, et qui évidemment va nous soumettre à une pression de plus en plus grande, et ça n'est pas évidemment le plan de M. Borloo qui pouvait être de quelque manière que ce soit une solution à nos problèmes. Cela étant, le président n'a pas non plus proposé de solution valable, la seule étant encore une fois, alors qu'il est entré plus d'immigrés sous Macron que dans les gouvernements précédents, les présidences précédentes, c'est justement de réduire strictement, massivement, à 5% le nombre des immigrés qui sont tolérés à entrer en France. Je pense que les gens qui entrent illégalement dans notre pays ne doivent avoir aucun droit, ni de logement, ni d'éducation pour leurs enfants, ni de soins, sauf si dans des cas extrêmement graves d'accidents ou choses comme ça, et bien sûr pas d'accès aux moyens sociaux. Je trouve ça, c'est indispensable. C'est une démarche qui, si elle n'est pas accomplie, nous mettra en danger de mort. Alors les téléspectateurs ont été frappés cette semaine aussi par les images chocs d'attaques contre les policiers à Marseille, mafias de la drogue qui défendent leur territoire à coups de kalachnikov, et puis les médias accusent la police de refouler illégalement des migrants mineurs à la frontière franco-italienne. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fatalité du désordre qui s'installe, probablement d'ailleurs en lien avec l'immigration? Oui, mais il y a deux questions dans la même. Hein. La première, c'est les kalachnikovs. Non, il n'y a pas eu d'attaque à la kalachnikov. Il y a eu une démonstration de porteurs de kalachnikov qui étaient dans 3 voitures différentes, avec donc, je ne sais pas, peut-être une dizaine de ces armes automatiques. Ils ont tiré en l'air. C'est une démonstration, c'est un avertissement, c'est une menace lourde d'ailleurs de conséquences, c'est évident. Mais il n'y a pas eu une bataille rangée, parce que dans une bataille rangée, me semble-t-il, eh bien la police ne l'aurait pas emporté face aux porteurs de kalachnikov. Bon, c'est le premier point. Deuxième point, les médias. Les médias s'indignent du fait qu'on ne reçoive pas les mineurs étrangers. Nous n'avons aucune obligation de recevoir qui que ce soit chez nous, en dehors de notre volonté, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur. Et je propose dans ces conditions que les gens qui font ces propositions d'ouverture soient astreints à fournir dans leur propre appartement une ou deux pièces pour loger des migrants chez eux. Et là, on verra probablement leur mentalité changer. Alors, quel bilan avez-vous tiré des élections italiennes? Et est-ce que vous croyez aux chances de l'alliance du mouvement 5 étoiles avec la Ligue? Une des mesures phares qui est proposée, c'est d'expulser 500 000 immigrés clandestins d'Italie. C'est un des points forts du programme commun, en quelque sorte. Pour l'instant, ça a marché, puisque il y a un président qui a été désigné, et par conséquent, il y a eu des discussions entre deux mouvements qui n'ont pas exactement les mêmes objectifs, mais c'est précisément ça, la politique, ça consiste à essayer de s'entendre sur un programme commun, disons. Et dans ce programme commun, ils ont inscrit en effet un objectif ambitieux, mais réaliste, de renvoyer 500 000 immigrants illégaux hors d'Italie. En revanche, il ne me paraît pas très réaliste de croire qu'ils vont réussir, à moins qu'ils les envoient en France, c'est possible, ou dans d'autres pays européens, mais les renvoyer dans leur pays d'origine, ça pose des problèmes presque insolubles. Et on pourra revenir un jour sur le sujet si vous voulez, mais en l'occurrence, j'accepte leur engagement, j'attends de le voir concrétisé. Il y a une spécificité de la politique italienne tout de même, parce qu'on imagine mal en France ce type d'alliance, en tout cas dans l'état actuel de la politique française. Oui, mais non, ça c'est la faiblesse de la politique française, qui a, je ne sais pas sous quelle influence, édicté des oukases d'interdiction contre le Front National, parce que c'est du Front National dont il s'agit.
est-ce que la droite est prête à s'unir, à faire une alliance avec le Front National? Si elle ne l'est pas, elle va disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas forcément au bénéfice du Front National. Alors vous avez noté que dans les accords aussi en Italie, interdiction est faite à un membre du gouvernement d'appartenir à une loge maçonnique. Vous en pensez quoi? J'ai trouvé ça assez extraordinairement courageux. Et si c'était le cas en France, ça ferait des ravages. Alors, dans les projets du président de la République, il y a la réforme de la Constitution qui est en train de se préciser. Est-ce que vous êtes toujours favorable à la proportionnelle, comme vous l'étiez en 1986, proportionnelle intégrale, qui avait permis l'élection de 35 députés du Front National? Oui, la proportionnelle a ses avantages et ses inconvénients, mais elle a comme avantage remarquable, c'est d'être une véritable représentation de l'opinion proportionnellement aux forces qui s'expriment. Et ça permet à tout le monde d'être représenté. Ça n'est pas un gage, évidemment, de stabilité. Et ça exige, en effet, de la part des hommes politiques, de travailler plus qu'ils ne le font, à essayer de rapprocher leur point de vue dans un cadre, justement, d'action gouvernementale. Alors, vous siégerez la semaine prochaine à Strasbourg, au Parlement européen. Les élections européennes sont dans un an. Est-ce que vous pensez, en regardant l'Europe, qu'une majorité eurosceptique peut sortir globalement de ces élections? Ça me paraît un peu prématuré. Je pense que, hélas, les hommes politiques et les dirigeants politiques français et européens ne se rendront compte de la gravité du problème de l'immigration massive que quand celle-ci deviendra irréversible. Et à ce moment-là, ils se lamenteront, essaieront de faire porter les responsabilités sur d'autres, mais en l'occurrence, le mouvement qui est amorcé par l'Italie, somme toute, de rapprochement des forces nationales, quelle que soit leur dénomination, n'est pas prêt sans doute de se réaliser, à part peut-être dans certains pays de l'Est, mais en tous les cas, pour l'instant, en tout cas pas en France. Vous ne pensez pas que le fait que le Royaume-Uni, que les Britanniques soient sortis de l'Union, peut favoriser le mouvement national d'une façon générale ailleurs, parce que le poids anglo-saxon est un petit peu affaibli? Oui, sans doute, je le souhaite, je dois dire. Alors, est-ce que vous avez des lectures cette semaine, Président? Oui, j'ai une lecture assez étonnante pour moi, parce que j'ai lu des mémoires. Je lis quelquefois les mémoires de mes concurrents, si j'ose dire, puisque mes mémoires à moi se portent pas trop mal, si ce n'est que certains, comme par exemple, je crois que la FNAC des Ternes. La FNAC des Ternes fait un véritable boycott, ce qui est un véritable vol et un outrage à sa clientèle et un vol de ceux qu'elle est chargée de vendre et qu'elle s'est engagée à vendre. Bon, bref, j'espère que ça n'est qu'un exemple rare et que la profession elle-même se fait un devoir de vendre les livres qui sont édités, et que c'est leur métier, par conséquent, et c'est aussi le droit des éditeurs et des auteurs d'espérer être traités de façon honnête par l'appareil commercial. Bon. Alors l'autre lecture, qui ne sont pas vos mémoires cette fois, oui, alors, que vous avez en main. Justement, c'est un livre de Gérard Depardieu, et qui s'appelle « Ça s'est fait comme ça », c'est édité chez XO. Et je dois dire que j'ai trouvé que c'était remarquable. C'est très, évidemment, libre, sur le plan de l'expression, comme l'est l'homme en question, qui, tout le monde le sait, est un très grand artiste, mais il se révèle en plus être un homme bien, et même un chic type, on peut dire. Et c'était vraiment un livre très agréable, pas trop long, parce que la mode maintenant est au très gros livre. Un peu comme le vôtre? Oui, mais le mien, c'est un peu spécial, sur des mémoires. Alors, donc, mais tous les livres que je reçois font maintenant 600 pages. Alors, c'est intolérable. C'est surtout illisible. Alors, je dois dire que j'étais très touché d'approcher la personnalité de ce géant débonnaire et qui est beaucoup plus profond qu'il pourrait l'apparaître même dans ses prestations professionnelles. C'est un livre, ça s'est fait comme ça, c'est l'histoire de sa vie, c'est passionnant. Donc au moment où on achète des lectures pour les vacances, il y a 2 livres absolument à emporter en vacances,
les mémoires de Gérard Depardieu et puis ceux de Jean-Marie Le Pen. Absolument, elles sont assez différentes, mais quand même, je pense que aussi intéressant l'un que l'autre. Merci Jean-Marie Le Pen et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.